Après un début d'année quelque peu compliqué, je reviens sur les réseaux avec peut-être un nouveau rendez-vous ou en tout cas une nouvelle forme des bilans lecture puisque je vais essayer de faire des bilans lecture thématiques. Et vous l'aurez donc compris avec le titre subtil de cette vidéo, les 3 livres que je vais vous présenter tournent tous autour du thème du mensonge. Donc il va y avoir un thriller psychologique, un essai sur des escrocs, et un roman prenant le point de vue de l'escroc en question. Eh bien, commençons par ce premier livre. C'est un essai qui s'appelle L'imposture Warren, le dossier à charge, la vérité derrière le couple, qui a inspiré la saga Conjuring par Mary Madeline et Nova Alexandre, qui sont les créateurs et créatrices de la chaîne YouTube Occulture. Il faut savoir que je suis une grande adepte de leur chaîne YouTube. Ça fait plusieurs années que je les suis. C'est toujours un travail de qualité qu'elles font et voilà, j'adore leur travail. Donc forcément, quand j'ai entendu parler d'un livre sur leur passion pour le couple Warren, forcément j'avais très envie de le lire, sauf que je n'ai pas eu l'occasion de l'acheter en physique et je crois que c'était fin septembre où en fait la chaîne Occulture a annoncé que le livre serait en audio et donc fantastique puisque je suis déjà une grande admiratrice de leur travail sur leur chaîne YouTube. Là, entendre leur voix sur un livre qu'ils ont écrit, j'avais juste l'impression d'écouter un épisode d'Occulture, un très long épisode d'Occulture pour le coup, mais c'était super bien, j'ai adoré l'expérience. Si vous vous intéressez à l'occulte, aux histoires paranormales, ou si vous regardez simplement des films d'horreur, puisque c'est par ce biais-là que le grand public les a connus, j'ai l'impression, dans les années 2010, vous devez certainement connaître le couple de Ed et Lorraine Warren. C'était de grands chasseurs de fantômes, chasseurs de démons, qui allaient voir des familles qui étaient présupposément hantées. Ils se sont notamment fait connaître sur le cas d'Amityville, puisqu'ils y ont un petit peu enquêté, et en fait ils sont partis tout de suite sur la piste de la hantise et de la possession démoniaque. Et il faut savoir que j'ai été une admiratrice des Warren, dans le sens où c'est le premier couple que j'ai un peu découvert sur les obscurs skyblogs qui parlaient de maisons hantées, qui parlaient de hantises, etc. La photo du petit garçon dans la cage d'escalier d'Amityville, elle m'a terrifiée, d'accord? Oui, j'aimais bien me faire peur à traîner sur ce genre de site à minuit passé, mais bon, écoutez, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert les Warren. Et disons que j'avais pas une admiration, mais une certaine sympathie pour ce couple, puisque je me disais, waouh, mais c'est incroyable, un couple, un démonologue et une médium, oui, il me semble qu'elle était médium, Lorraine, qui vont chasser les fantômes et qui vont aider la veuve et l'orphelin, qui vont aider des familles avec des cas de possession, des cas de hantise. C'est vraiment très intéressant. Que j'étais naïve. L'image d'Épinal, on va dire, que je m'étais forgée du couple Warren s'est peu à peu effritée au moment où j'ai découvert les vidéos d'Occulture. J'en profite pour glisser maintenant. Trigger warning, puisque Ed a pataugé dans des affaires quelque peu problématiques avec une relation avec une étudiante qui a duré plusieurs années. Je pense qu'il est plus intéressant d'avoir le livre en papier puisqu'il va y avoir des photos, il va y avoir des archives qui vont être mis dans le livre, alors que dans le livre audio, vous n'avez que l'audio. Bonjour, ici la ligne du montage. Je viens de me rendre compte que dans ce rush de 50 minutes où j'ai fait ma vidéo, je n'ai pas parlé du livre sur les Warren d'Occulture. Je suis en train de monter la vidéo et je suis en train de vous dire, voilà, je ne peux que vous recommander la chaîne, etc., etc. Mais je ne parle pas du livre. Bref, on va modifier ça. Les Warren sont très connus dans le milieu du paranormal pour avoir visité plusieurs familles qui ont été victimes de faits divers ou de cas de possession. Je pense notamment à Annabelle, la poupée maléfique. Je pense au cas Hensfield, si je me souviens bien. Vous avez déjà entendu ces noms si vous avez regardé la franchise Conjuring, la série de films. Et je crois qu'il va d'ailleurs y avoir incessamment sous peu une série qui va traiter des débuts des Warren. Enfin bref, c'est devenu une marque. Les Warren sont devenus une marque et ils ont fortement contribué au fait que ce soit devenu une marque.
Puisque vous vous doutez bien que les Warren ont surfé sur des vagues de paranoïa collective qu'il y a eu dans les années 60-70 pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y avait des coups de folie et ils préféraient largement partir dans les cas de possession démoniaque plutôt que du coup de folie, du trouble mental, enfin quelque chose de beaucoup plus rationnel. Et ce que Marie-Madeleine et Nova-Alexandre ont fait pour ce livre, c'est qu'ils sont revenus sur les cas les plus connus du couple Warren pour en fait démystifier tout ce que les Warren ont fait et y mettre justement beaucoup plus de rationalité et montrer que non seulement il y avait une explication beaucoup plus rationnelle et également le fait que les Warren ont largement profité du drame qui s'est passé dans toutes ces familles qu'ils ont visitées pour se faire énormément d'argent. Si vous ne le saviez pas, les Warren avaient un musée où ils entreposaient tous les objets maléfiques et possédés qu'ils avaient rassemblés lors de leurs différentes enquêtes pour éviter justement que ces objets n'aillent dans d'autres familles. Et évidemment, si vous vouliez visiter ce musée, c'était payant. La peur se monnaie, on va dire. Enfin, même tout se monnaie, vous me direz. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans leur travail de synthèse et leur travail de recherche qu'ont fait les créateurs et créatrices d'Occulture, c'est qu'ils sont revenus sur les cas, ont expliqué ce qui s'est passé un peu dans le grand public ou dans les médias, ce qui a été diffusé dans les médias, et ensuite ils sont revenus point par point sur les détails quelque peu douteux qui pourraient être remis en question pour le cas de possession démoniaque et autres hantises. Ils et elles ont été chercher les remises en question également des témoignages de l'époque. Tout le couple Warren a engrangé énormément d'argent et faisait vendre, puisqu'il y a des livres, il y a des films, il y a eu je sais pas combien d'adaptations du cas Amityville, parce que c'était spectaculaire et parce que c'est en partie aussi dû au fait que les Warren ont grossi le trait pour faire en sorte que ce soit connu et rendre l'affaire encore plus spectaculaire qu'elle n'était. Ce qu'elle n'était déjà à la base, puisque c'est déjà... Amityville, c'est déjà un sacré cas. On retrouve leur rigueur de recherche et leur rigueur de vulgarisation pour chacun des cas qui est traité dans ce livre, et c'est non seulement intéressant, mais en plus très rassurant de se dire qu'ils ont été cherchés dans les archives, dans les témoignages, dans les vidéos, dans les bandes son qu'ils ont pu retrouver pour expliquer ce qui a pu se passer et montrer à quel point les Warren ont profité de la situation et ont profité de la faiblesse de certaines familles pour se faire de l'argent sur leur dos, puisque encore aujourd'hui, on parle des Warren. Occulture en peut même plus d'ailleurs. Ils en ont marre d'entendre tout le temps parler des Warren, ils en peuvent plus. Et je peux laisser à nouveau ma place à la Aline du passé pour parler des deux autres livres dont on voulait parler dans cette vidéo, et j'espère qu'elle l'a fait parce que je sais pas sinon ce qu'elle a fait pendant 50 minutes. Et je ne peux que vous recommander leur chaîne YouTube parce que ils et elles font un travail formidable. On va passer à ma lecture la plus récente et en même temps celle qui m'a le moins plu. C'est Écoute mes mensonges ou Mens-moi à l'oreille, parce que je crois qu'il n'a pas le même titre en poche, d'Amy Tintera. Nous y suivons Lucie qui, depuis 5 ans, n'a pas remis les pieds dans sa ville natale, puisque on l'accuse d'avoir tué sa meilleure amie. Rien que ça. Alors qu'il n'y a pas de preuves tangibles sur le fait qu'elle l'ait effectivement tuée ou pas. C'est-à-dire que sa meilleure amie a été assassinée, et elle, on l'a retrouvée errante au bord d'une route, couverte du sang de sa meilleure amie, mais incapable de réagir et incapable d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée avec le sang de sa meilleure amie sur elle. Et surtout, elle est incapable de raconter ce qui s'est passé la nuit du meurtre. Après 5 ans, sa grand-mère réussit à la convaincre de venir fêter son anniversaire avec elle, même si Lucie se doute que ça va pas être la meilleure période pour le faire, puisque un célèbre podcasteur a décidé de déterrer l'affaire et essayer d'élucider le mystère. Est-ce que Lucie est vraiment capable de se replonger dans ses souvenirs, essayer de chercher ce qui a bien pu se passer, ou est-ce qu'elle veut simplement se protéger et rester dans sa carapace qu'elle s'est construite pendant 5 ans ? Carapace de sarcasme, carapace d'ironie, et carapace de tristesse aussi, puisque elle a quand même perdu sa meilleure amie là-dedans.
Ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est le côté double narration, puisque nous avons le point de vue de Lucy, forcément, puisque c'est la protagoniste, et nous avons également le point de vue de Ben Owens au travers de son podcast. Mais ce que je pensais justement intéressant, c'était l'alternance entre le format de podcast et le format roman. Sauf que ça n'a pas marché avec moi. J'ai trouvé que la narration était un peu faible, et surtout que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, puisque Lucy... Comme je vous l'ai dit, s'est construit une carapace de sarcasme et rejette en fait toutes les personnes qui voudraient essayer de résoudre l'affaire, puisque ça voudrait dire que ça pourrait être réellement elle qui a tué sa meilleure amie, et ça, elle n'est pas prête à l'accepter. Sauf que, au début du roman, on est en mode, mais si t'as pas envie de le faire, pourquoi est-ce qu'on est là? Ça a mis pas mal de temps à démarrer, et aussi, ce que j'espérais être une bonne idée, finalement, ne l'a peut-être pas été tant que ça, puisque l'alternance entre la narration et le podcast s'est fait au détriment du rythme. C'est-à-dire que j'avais l'impression que parfois les épisodes étaient placés juste là, histoire d'avoir un bout d'épisode pour qu'on se rappelle qu'il y avait un podcast, sans forcément de lien avec ce qui venait de se passer du point de vue de Lucy. Et du coup, à certains chapitres, je n'avais qu'une seule envie, c'était de suivre Lucy pour voir ce qui se passait, et puis en fait, j'étais totalement coupée par la narration, et par le fait que c'était autour du podcast d'arrivée. Et le truc, c'est que vu que l'alternance n'est pas régulière, un chapitre, un podcast, un chapitre, un podcast, du coup, des fois, je me retrouvais avec 2 ou 3 chapitres de Lucy qui faisaient monter la tension petit à petit, et juste après, ça redescendait avec le podcast. Et disons que la cerise sur le gâteau, c'est que la fin m'a laissé quelque peu pantoise. Alors que notre très chère Freda McFadden avait écrit sur la couverture « Lu d'une traite, la fin m'a estomaqué ». Il ne faut pas grand-chose pour être estomaqué. Ceci dit, pour celles et ceux qui ont lu et aimé La femme de ménage, je pense que Moi, l'oreille pourrait vous intéresser parce qu'on est un peu sur le même style de thriller. Alors, pas du thriller domestique, on n'est pas dans un huis clos enfermé dans la maison des Winchester. Là, on est vraiment plus dans une petite ville, dans un petit patelin dans le Texas, si je me souviens bien. Et on va dire que la résolution ne m'a pas convaincue puisque la manière dont ça a été fait, j'avais vraiment l'impression qu'en fait l'autrice a trouvé toutes les excuses possibles et imaginables pour éviter de résoudre son enquête en espace de 50 pages. C'est-à-dire qu'il a suffi d'un seul événement qui aurait pu être fait dès le départ pour qu'au final les souvenirs reviennent et que tout se rejoue dans la tête de Lucy. Ce qui aurait été hyper intéressant selon moi, c'est que puisque on joue sur le fait qu'elle est amnésique et donc que elle ne peut pas se fier à ses propres souvenirs, ça aurait été intéressant qu'on ait des flashs de cette nuit pendant des rêves ou bien plus tôt dans le roman. L'autrice aurait pu jouer sur l'ambiguïté de « oui, mais à quel point est-ce qu'on peut croire un rêve? Est-ce qu'elle n'est pas en train de s'inventer de nouveaux souvenirs comme elle l'a déjà fait auparavant ?» Ça n'a pas été une très bonne lecture pour moi, mais j'y ai vu tout le potentiel qu'il peut avoir pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire beaucoup, pour les personnes qui aimeraient se remettre à la lecture ou qui veulent découvrir un peu le roman psychologique. Je pense que Écoute mes mensonges / Mon mot à l'oreille peut être une bonne expérience puisque c'est relativement soft et vous passerez quand même un bon moment, je pense. Et au moins la protagoniste a un peu plus de personnalité que celle de La femme de ménage. Enfin, la dernière lecture qui tourne autour du mensonge, il s'agit de Yellowface de Rebecca F. Kuang. Athena Liu a tout ce qu'une jeune personne, une jeune femme des temps modernes pourrait espérer. Elle est belle, elle est brillante, elle fait partie des listes prestigieuses à chaque fois qu'un de ses romans sort en librairie. C'est une autrice adulée par ses fans et par les critiques et évidemment par les maisons d'édition. Elle est riche, elle habite dans un grand appartement new-yorkais. Bref, elle a la vie complètement rêvée. Et June, elle aimerait bien avoir la vie d'Athéna. June est une autrice un peu plus modeste puisque son premier roman a été édité dans une petite maison d'édition et il a flop. Voilà, puis il n'a pas rencontré autant de succès que les romans d'Athéna. Elle a un job de journaliste, si je ne me trompe pas, histoire de pouvoir régler les factures et de pouvoir survivre dans une grande ville comme New York.
Un soir, alors que June rejoint Athéna pour une petite soirée entre filles, un drame va emporter la vie d'Athéna. Et face à ce drame, que fait June ? Voler le manuscrit inachevé et encore secret de sa prétendue meilleure amie. Yes! Je savais dès le départ que Yellowface était un roman qui allait remettre les points sur les i. En termes d'édition, en termes d'histoire, en termes de plagiat, je ne fus pas déçue. Il y a un peu tout le monde qui en prend pour son grade, que ce soit les éditeurs, les auteurs et autrices, celles et ceux qui se réapproprient les histoires d'autrui. C'est assez jouissif et jubilatoire de voir un roman qui fait partie de cette industrie, tacler cette dite industrie, vraiment, et comme dit, tout le monde en prend pour son grade. Mais ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est que l'autrice tacle cette industrie, sans aucun doute, mais elle ne tombe pas dans le piège, si je puis dire, du manichéisme. Elle ne dépeint pas Athéna Liu comme la pauvre sino-américaine morte tragiquement et qui se fait voler son travail par la vilaine June blanche qui ne veut que son pouvoir et qui ne veut que sa renommée et sa notoriété. June est une voleuse, ça, il n'y a aucun doute. Mais l'autrice a quand même réussi à glisser des choses suffisamment touchantes dans sa personnalité, dans son passé, dans sa relation aux autres, pour qu'on ait quand même un petit peu de sympathie pour cette protagoniste qui parfois peut être un peu pénible à suivre, mais moi qui aime les personnages gris et qui aime les personnages loin du manichéisme et du gentil méchant, June, je l'ai particulièrement aimée puisque je l'ai trouvée complexe, un peu paradoxale à certains moments, mais c'est ce qui la rendait humaine et j'ai trouvé que c'était vraiment un tour de force de l'autrice de réussir à prendre un point de vue d'une plagieuse, d'une personne qui va voler le travail de sa meilleure amie morte, et encore c'est même pas sa meilleure amie, c'est juste une connaissance presque, et il en va de même pour Athéna. Comme je le disais, elle n'est pas dépeinte comme la grande victime de ce roman, mais comme quelqu'un d'assez complexe également, qui n'hésite pas à voler elle aussi des histoires pour se les réapproprier et pour avoir de la notoriété dessus. Là aussi, il y a un petit côté jubilatoire que je recherche justement quand je lis des livres avec des anti-héros ou des personnages très gris en protagoniste, c'est ce moment de bascule, ce moment où ils vont se prendre tous leurs mensonges et toute leur superficialité à la face. Pour June, oui, ça a été assez satisfaisant, quand même. Ça a été satisfaisant, même si c'était pas la fin que j'avais vu venir. Est-ce que j'ai préféré ma fin ou celle du roman ? De toute façon, je n'ai aucun pouvoir pour changer la fin du roman, mais je l'ai trouvé vraiment très, très chouette. Et ce qui était très chouette aussi, c'est qu'il y avait une réflexion sur l'écriture en tant que telle, puisque nous suivons une autrice passionnée et quelque peu passionnante quand même, puisque on a quand même envie de savoir jusqu'où elle va aller. Et il y a cette question qui est très intéressante, ce manuscrit d'Athéna, qui était déjà très bien, a été retravaillé quand même pour enlever des scènes superflues, enlever des personnages ou en rendre certains beaucoup plus intéressants que dans la version 1. Ça a été fait par June. Donc à quel point est-ce que ce manuscrit appartient à June ou appartient à Athéna ? June part du principe qu'il lui appartient, même si l'idée part d'Athéna, c'est quand même elle qui a mis les mains dans le cambouis. C'est hyper intéressant comme question. Et puis vous savez à quel point j'adore me poser des questions, ce genre de questions sur l'écriture, sur l'inspiration. L'autrice nous offre vraiment l'opportunité de réfléchir à ce genre de questions. Et j'ai vraiment adoré, Et avec cette première expérience réussie avec l'autrice, en fait, je n'ai qu'une envie, c'est de lire Babel. Parce que je sais maintenant qu'avec R.F. Kuang, je vais trouver des livres avec des réflexions très stimulantes et enrichissantes sur l'écriture, sur la traduction, là, pour ce qui est le cas de Babel. Et puis, je suis curieuse de voir comment est-ce qu'elle s'est débrouillée pour créer un monde de fantasy, même si je sais qu'elle est plus connue pour ses univers de fantasy que pour son roman contemporain. Mais voilà, Babel est un livre qui me fait très envie, et puis même son autre série me faisait très envie aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à booster la vidéo, à me mettre en commentaire vos dernières lectures, et est-ce qu'elle tourne elle aussi autour du mensonge, ou est-ce qu'il y a un thème, simplement, autour de vos dernières lectures. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.